Bonjour tout le monde, on a décidé ce matin de faire le rendez-vous de la grosse brune de cette semaine en fait, tôt le matin parce qu'on s'est dit qu'hier soir en fin de journée il faisait peut-être un peu trop beau pour regarder ça à 5 heures de l'après-midi et surtout Trop chaud. trop chaud pour s'installer dans la grosse brune qui a quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fenêtres bien en évidence pour nous réchauffer l'habitacle. Elle est climatisée, mais si on fait marcher l'air climatisé, vous ne nous entendrez pas. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus discret comme système de ventilation. Donc, on a l'horaire de travail de jardinier en ce moment. Oui, exactement. Il y a du flair dans mes lunettes, mais on va vivre avec. C'est les défauts actuels de se trouver le matin de façon très improvisée dans la grosse brune pour un autre rendez-vous. Et puis, Germain, je vais commencer par parler peut-être du phénomène de la voiture pas tuable. Parce que ça me fait rire. Hier, je regardais sur le site Bring a Trailer. Je regardais les enchères d'un Mazda B2000 1988 ou un B2200, je me souviens pas, qui était dans une conception immaculée. Il s'est vendu pour 8200 $ américains. 2 roues motrices manuelles, quelque chose comme 150 000 milles autour d'eux. C'était parfait, là. Il était magnifique. Mais là, j'ai partagé ce véhicule-là, puis là, il y a combien de gens qui m'ont dit hey, ça, je n'ai eu un, c'était pas tuable. Ça, je n'ai eu un, c'était pas tuable. Et ça arrive souvent. À chaque fois que je parle d'un véhicule, c'était des tanks, c'était pas tuable. C'est increvable. Souvent, les souvenirs sont amplifiés avec les années et sont souvent enjolivés. Là, Tu sais, ça évoque des bons souvenirs, c'est nostalgique. Mais c'est pas vrai que c'était pas tuable parce qu'il y en a plus sur la route. Et ça en est un bel exemple. Et Là, les vieux Mazda de la série B, on n'en voit plus. La rouille les a ravagés. Je peux comprendre peut-être que sur le plan mécanique, ça c'était durable, mais tout le reste est tombé en ruine. Là. Oui, puis c'était vrai pour la majorité des Oui, autos. oui, oui. La Et dernière. en plus, c'était des véhicules qui étaient faits pour travailler. Donc, il y en a peu qui ont été préservés dans la Watt. T'en vois encore en Oregon parce que la rouille n'a Ouais. pas fait son effet, là. Mais ce sont des camions aujourd'hui très rares. Puis moi, je te dirais que c'était des camions qui se démarquaient à l'époque. Il fut une époque, là, je te dirais, là, 92, 13, 14, 15, à l'époque des pick-up compacts surbaissés et modifiés. Là. Les gars mettaient des suspensions pneumatiques là-dessus. Moi, je me souviens d'avoir vu un gars à Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait fait un pick-up B2000 décapotable avec un toit rigide, un peu à la Dodge Dakota 88, mais il avait pris un Mazda B2000 Extended Cab. Intéressant ou pas? Écoute, il y avait des dizaines de milliers de dollars de mis là-dedans. Là. C'était du beau travail, mais aujourd'hui, tu regarderais ça, puis ça serait démodé. Là. C'était vraiment les modifications de l'époque. C'est pas une mode qui a duré super longtemps. Puis quand je parle de voitures pas tuables, c'est drôle parce qu'hier, je partage sur ma page YouTube, Facebook, ça sera sur le guide de l'auto d'ici quelques jours, ma dernière chronique des 10 001 brochures sur la Toyota Starlet, qu'on a eu 2 ans seulement au Canada. Puis, même chose. Hey, ça, j'en ai eu une, c'était increvable, c'était pas tuable. Puis ce qui était drôle... Trouve-en une aujourd'hui. Là. Puis ce qui était drôle, c'est que dans la brochure Toyota, on indiquait que le moteur était tellement durable qu'il pouvait durer plus de 12 ans. Plus de 12 ans, c'est très précis. Plus de 12 ans. Voilà. Et à mon avis, il peut durer indéfiniment. Oui, c'est oui. juste que ce qu'on disait pas dans la brochure, c'est que les carrosseries ne t'offraient pas 5 ans. C'est tout le Fait que reste. c'est ça qui était un peu plus le problème. Salutations à Luc Pinchot. Et puis, je veux saluer aussi Fiston, le fils de Luc Pinchot. Oui, qui va passer un bel été, je pense. Oui, vient de se procurer une petite GTI. Alors, je l'ai référé chez Volkswagen parce que il conduisait une Golf Sportwagen. Ça savait pas trop où se diriger. Finalement, il y a eu un deal sur un GTI flambant neuf. Alors, il va conduire ça cet été. Félicitations. Là, je vais parler de l'Acura TLX.
parce Oui. qu'on a vu les images circuler hier. Officiellement, elle va être dévoilée juste un peu plus tard aujourd'hui avec quelques détails, mais les détails, on les connaît. Oui. Alors, aussi bien vous le Il y a dire... déjà eu plusieurs fuites ouais, sur c'est ça. De Internet. toute Là, façon, vous pourriez... On sait déjà tout, presque. Il y a un embargo, mais il y a un embargo qui a été busté, comme on dit en bon français, des centaines de fois. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet, la nouvelle Acura TLX. C'est une voiture plus longue d'empattement aussi. On dit que les dimensions ressemblent à celles d'une BMW de série 5, d'une Audi A6. Évidemment, on nomme les ténors de ce segment de voiture-là. Là. On n'a pas nommé la Cadillac CTS, là, par exemple, là, des voitures qui se vendent un peu moins. Mais bon, la voiture a grossi. Il va y avoir différentes versions. Mécanique de base, c'est, comme on le savait, le 2 litres du... Est-ce qu'on sait sur quelle plateforme elle est assemblée? C'est une plateforme exclusive à la TLX, mais qui sera utilisée plus tard chez Acura à d'autres applications, mais pour l'instant, elle n'est même pas utilisée chez Honda. Et le moteur optionnel, lui aussi, est nouveau, donc ça fait beaucoup de nouveautés. Oui, alors, traction intégrale SH All Drive de série, comme sur l'Acura RDX, même moteur que l'Acura RDX. Ce qui n'était pas le cas en ce moment là, pour le SH All-Wheel Drive. C'était offert en option. Oui, voilà. Puis pas avec le. Puis tu ne pouvais pas l'avoir avec le 4 cylindres. Non, exactement. Alors là, il n'y a qu'un 4 cylindres, il n'y a plus de V6. Ben, c'est pas vrai. Il y a un 4 cylindres turbo 2 litres, qui est le même que le RDX. C'est la même interface à l'intérieur, c'est la même planche de bord, donc il va falloir composer avec le pavé tactile et la commande vocale qui est un peu complexe. Pourtant, on n'a pas arrêté de dire que c'était bon et que ça fonctionnait bien, mais on a quand même eu la mauvaise idée de répéter. Ben, ça n'a pas empêché Acura de vendre beaucoup de RDX. Ça, c'est vrai. Puis Acura est conscient que le marché de la berline ne va pas en augmentant. C'est vrai aussi. On a abandonné la RLX cette année. On va revenir avec une ILX de nouvelle génération qui devrait offrir le 4 cylindres de la TLX en équipement de série aussi. Est-ce qu'on aura droit à la traction intégrale de série? Ça, je ne le sais pas. Mais on n'a pas vu... Il y a quelqu'un qui me dit que la lumière est allumée au plafond. Hey, merci. Puis je pense pas que ça va faire une grosse différence parce que ça pourrait drainer un peu. Non, mais ça, batterie. c'était de l'effet d'éclairage. C'était pour me mettre en lumière. Ça n'a pas fonctionné. Hein? La lumière du jour fait ça déjà. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit bon matin, Mathieu. Ah. Ouais, fait que bon matin, Mathieu. Bon matin. Hein? Alors, la ILX aussi va se renouveler. Puis, pour l'instant, moi, je considère encore que l'ILX, c'est un secret trop bien gardé. Parce qu'elle a une excellente mécanique. C'est une petite voiture super le fun à conduire. Il y a une boîte séquentielle double embrayage là-dedans qui est bien le fun, bien amusante. Ça commence à être vieux un peu. Ça commence à être vieux, mais pensez-y, vous allez avoir une ILX pour le prix d'une Mazda 3 équipée pour le prix des versions haut de gamme des voitures de grande série, mais avec un plaisir de conduire puis une mécanique qui est pas mal plus nerveuse que la moyenne. Puis je veux dire, vous allez avoir une voiture qui est garantie longtemps, qui est indestructible, qu'on connaît sa fiabilité. Ouais. Contrairement à la Civic de nouvelle génération, il n'y a pas de vis de conception au niveau moteur, au niveau suspension. C'est une bonne petite voiture. Puis ça se revend quand même assez bien. Faut juste pas aller dans une version qui coûte 40 000 $. Fait que, bon. Mais c'est que ça peut demeurer un achat intéressant. Salut à Sébastien Gay qui nous regarde. Marc Landry qui nous regarde depuis le Nouveau-Brunswick. Oh. Alors, salut Marc. Puis, c'est ça. Cette nouvelle Acura TLX-là va ramener sur la sellette le nom type S. Alors ça, c'est la nouvelle stratégie d'Acura. On laisse tomber les histoires de versions avec des garnitures de chrome, de ci, de ça. Il y aura ça aussi, mais on a été conscient, par exemple, avec le RDX et avec le MDX récemment, que les versions A-Spec étaient de loin les plus populaires, juste pour une question de look. Là. Et on peut regarder chez les concurrents, il se passe à peu près la même chose. Là. Combien de Audi S-Line se vend par rapport à des Audi régulières? Ben, c'est le même Oui, principe. c'est ça. Les gens veulent le Oui, patch. je sais, j'ai une tasse du Canadien. Alors, salut aux fans du Canadien. Et oui, ça me fait rire quand même. Donc, les gens veulent avoir la silhouette sportive, les éléments physiques, mais pas nécessairement
la conduite très, très sportive. Ben, d'ailleurs, Juste avoir un look qui c'est pas punch. pour rien que cette semaine, Ford annonçait l'arrivée du Edge ST Line, Ouais. et qui n'est pas un Edge ST, mais qui a le look du Edge ST, sans les roues de 29 pouces et le moteur hyper puissant. Alors, on va avoir dans le ST Line le look, C'est du les tape à sièges. l'œil un peu, C'est du finalement. tape à l'œil, mais je veux dire, Ben, il y a une belle ça- gueule. et ça se vend. Donc, C'est ça, il y a une belle gueule. Alors, on fait les séries. Ouais. Donc, TLX a annoncé aussi l'arrivée d'une version Type S qui, elle, va offrir un moteur V6 turbo compressé. On n'a pas 3 annoncé. litres. Ouais, 3 litres. On n'a pas annoncé la puissance de ce moteur-là, mais on l'estime entre 375 et 425 chevaux. Ça va jouer. C'est très prometteur. Ça va jouer autour de ça. Bon, évidemment, dans ce que Acura mentionne, c'est que on va aller chercher la puissance équivalente d'un moteur V8, mais c'est facile à dire, là. Bon, on l'a entendu, ça, chez Ford avec les EcoBoost, on l'a entendu partout. C'est pas parce que tu mets un turbo sur un moteur que ça devient un V8, là. Faut quand même comprendre ça. Mais il y en a un qui dit, est-ce que ça va mieux à la SAC? Oui, on réouvre. Oui, début juin. Hein. Début juin, on réouvre partout. Là, pour l'instant, vous allez pouvoir... Et la SAC a quand même tenu à spécifier que certains services étaient offerts en ligne. Ça veut dire, présentez-vous pas tous en même temps. Ouais, c'est ça. Le matin à 9 h. Là. Ouais. Il y a Léo qui nous demande, est-ce que le MDX 2021 a quelque chose de nouveau? Absolument. Alors, ça sera un tout nouveau modèle. J'ai pu apercevoir brièvement une Est-ce image. que ça va être retardé ou pas vraiment? On n'est pas Mon là. impression, c'est que ça va être fin de l'année, OK. début de l'année prochaine. OK. Mais le MDX sera plus costaud, plus carré, aura un V6 3 litres turbo de série. Ça sera le nouveau moteur V6 de Acura. Et ça promet beaucoup, ce véhicule-là. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais oui, 2021, ça sera un nouveau millésime pour le Acura MDX, mais qui va arriver plus tard dans l'année. Parce que là, on lance la TLX très prochainement. Elle va arriver quelque chose comme en juillet. Si ma mémoire est bonne. Et la voiture a une sacrée belle gueule. J'ai pas le choix d'admettre que les proportions sont intéressantes. J'ai vu les photos aussi. Franchement, c'est une très, très belle voiture. L'empattement est plus long, les porte-à-faux sont un petit peu réduits. On a un long museau, ça fait un peu Jaguar comme présentation. Ça fait un peu Audi aussi, je trouve. Là. Mais j'espère juste. Et là, bonjour aux planificateur de produits de Honda Canada, autre chose que du gris noir blanc, s'il vous plaît. Parce Surtout que pour une voiture qui se veut sportive, qui veut puncher, qui veut se démarquer du reste, faut arriver. On a offert les intérieurs rouges qui donnent un peu de punch. Ça, c'est. Puis dans un gris charcoal avec l'intérieur rouge, ça peut donner un look qui est quand même intéressant. Mais il va y avoir des couleurs. Il y a du orange, il y a du rouge vif, il y a un bleu qui est assez violent. Est-ce qu'on va avoir l'audace d'amener ces couleurs-là au Canada et d'en avoir en quantité suffisante? Ben voilà, tu sais, c'est une chose de les mettre dans le catalogue, mais c'est une autre chose de les faire fabriquer puis de les mettre dans les cours des concessionnaires parce que c'est trop facile de dire, regarde, oui, c'est disponible, mais le concessionnaire a commandé 90% de noir et blanc, fait que on va te vendre la noire 3000 de moins, mais si tu veux une orange ou une bleue, ben tu vas l'attendre, puis elle va arriver un jour. Tu sais, il y a ça. Alors, est-ce que l'idée de la faire un petit peu plus grosse et d'éliminer la RLX, il y a quelque chose à voir là? Ben, en fait, la stratégie, ça sera pas bien compliqué selon moi. C'est qu'on va offrir une voiture de format d'Audi A6 à un prix d'une Audi A4. Ouais. Et la ILX, donc la voiture grossit un peu. Il n'y a plus de RLX non plus. Donc, ça vient peut-être un peu chevaucher les deux segments, mais en même temps, il y a... Si on offre une version, là, justement, avec un peu de chrome... Ben, il va y avoir une version probablement ce qu'il appellerait Elite ou Platinum Elite ou Nomme-les. Qui aller chercher les anciens acheteurs, les rares acheteurs de... Sauf que de ce que j'ai compris, le V6 Turbo serait exclusif à la Type S. Donc, tu ne pourrais pas avoir ça dans un modèle de grand luxe. Ça va demeurer un 4 cylindres. Mais
Il y en a un qui dit j'ai commandé un Q3 en janvier, il n'est toujours pas construit, je suis un peu découragé. Je vous comprends. Il y a peut-être des inventaires, par exemple, chez certains concessionnaires actuellement. Là. Ils sont rares, les Q3, là. Mais peut-être que si vous l'avez commandé rouge, justement, c'est ça le problème. Mais donc, puis la ILX, elle, viendra après ça, probablement avec un rouage intégral, rivaliser plus efficacement contre les Audi A3, la série 2 Grand Coupé. C'est chez Mercedes. C'est la classe A, en fait. La classe A de chez Mercedes. On veut la positionner, on veut la ramener à ILX. Donc, chez Acura, même si c'est sûr que 70% des ventes, ce sont des VUS. On croit encore au marché de la voiture. De mémoire, la TLX, c'est autour de 20-25% des ventes totales d'Acura. Donc c'est quand même considérable. C'est encore un modèle. Bon, la RLX, c'était moins de 1%. Oui, ça, j'ai pas de misère à le croire. Puis... cherchez pas pourquoi on l'a éliminé, là. Ça c'est sûr. Mais je pense que c'est une voiture qui promet, qui a une sacrée belle gueule, qui va redorer le blason d'Acura qui en a bien besoin. Le RDX, ça a été un premier beau design qu'on a ramené, à mon avis, chez Acura depuis des années. Et là, on en ramène un deuxième. J'ai vraiment hâte de voir le MDX. Je veux dire, j'ai vu des sketchs, là. Mais de là à dire que j'ai vu les proportions, tout ça, ce que j'ai toujours détesté du MDX actuel, c'est que les portes arrière sont plus longues que les portes avant. Et ça, évidemment, côté look, ça fait mini-fourgonnette, pas à peu près. Là. Ce qui n'était pas le cas sur la génération première. Okay. Moi, j'aimais beaucoup le MDX de première génération. De deuxième génération. OK, parce que le premier, lui, avait un look un peu plus, en anglais, rugged, là, mais il faut le dire vite. Oui, c'est ça. Mais le MDX de deuxième génération, on avait lancé autour de 2006. Ouais. Je trouvais qu'il y avait un sacré beau look, ce véhicule-là, qu'on avait bien réussi. On a cherché à mettre une calandre pendant des années qui avait un peu de bon sens. Ça a toujours été l'histoire chez Acura. Mais là, on a fini par le trouver. Et si vous avez vu sur Internet les images de la Tsepes, vous allez voir que la calandre est différente. Il y a du détail là-dedans, mes amis, là, et c'est de toute beauté. Alors, j'espère que cette voiture-là va être aussi impressionnante à conduire qu'elle l'est physiquement à regarder. Et je suis surtout curieux de voir s'il y a encore des acheteurs pour ce segment de véhicules-là, de berline haut de gamme sportive, qui ne sont pas des Allemandes, justement. Là. Bien, qui ne sont pas des Allemandes. Bien, parce que la stratégie n'est pas compliquée. Ça prend des bons résiduels. Il faut être capable de les louer parce que toutes les voitures de ce segment-là, c'est une double vente. Puis quand je dis une double vente, ça veut dire que... La première vente, c'est une location. La première vente, c'est une location. Généralement, on va réussir à te rappeler avant terme pour que te remettre dans un véhicule neuf plus tôt, c'est ça, et on va vendre ton véhicule comme modèle d'occasion. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Alors, voilà pour la TLX. Maintenant, j'amène un sujet que je trouve un peu plate parce qu'on a perdu cette semaine, et ça, c'est vraiment... Pour nous, notre métier, on a perdu cette semaine une autre personne qui travaillait pour les relations publiques d'une compagnie automobile au Québec. On perd beaucoup de gens au Québec. Les compagnies rationalisent, et c'est vrai dans tout, là. C'est vrai partout. Mais c'est juste un autre exemple. Là. Voilà. Alors, j'ai une notification qui me dit que c'est l'anniversaire aujourd'hui de notre ami Carl Nadeau. Alors, bonne fête, Carl. Oui, bonne fête, Carl. C'est ça. Alors, c'est Sophie Desmarais qui s'occupait de nous pour Mitsubishi qui a perdu son emploi cette semaine. Alors, on la salue parce que les gens n'ont peut-être pas idée, mais des fois, quand on a quelqu'un qui est là pour nous aider dans certaines de nos demandes au Québec, ça fait toute la différence pour la simple et bonne raison qu'il y a une proximité qui est là, il y a un marché qui est différent. Moi, je pense à Vincent Courbet qui était pour Mitsubishi il y a 2 ans. Sophie avait réussi à nous l'avoir pour une entrevue à la radio, ce qui était quand même pas rien parce que c'était un des dirigeants mondiaux de Mitsubishi. Oui. Ces gens-là sont difficiles d'accès la plupart du temps. Là. Mais si j'avais voulu faire une telle demande à Toronto, par exemple, ça aurait été
quasi impossible. Ouais. Puis il y a des gens qui Et même connaissent pour le les- marché, qui connaissent les médias, qui connaissent plus efficacement ici quels sont nos médias et notre travail respectif. Et oui, il y a ces grandes demandes-là qui demandent une certaine démarche, mais il y a des demandes quotidiennes aussi qui sont tout simplement plus faciles quand tu as un numéro 514 et un francophone au bout de la ligne qui te connaît, qui connaît le média pour lequel tu travailles, qui connaît le milieu Ouais. automobile du Québec. Et ben ça fait une différence, sans rien enlever non plus là, au PR Non, parce qui qu'il y a sont des basés gens, à je veux dire, Toronto. il y a des gens compétents et incompétents dans toutes les compagnies Tout à fait, et dans toutes les langues. Oui, oui, C'est oui. pas, c'est pas ça, mais Mais c'est un petit plus qui est intéressant. c'est un et petit plus qui est le fun. Ça tend à disparaître. Là, Ah, d'après ce c'est qu'on- clair, qu'on- c'est clair, on les perd un après l'autre. Alors, je veux souligner que ces dernières années, on a perdu plusieurs personnes qui, pour moi, ont été très importantes dans le milieu. Alors, je salue Nadia Mereb, qui était pour Honda, qui a travaillé 39 ans pour Honda Canada Ça, c'est de et la qui est parti fidélité. à la retraite. Je salue Daniel Laube, qui a été avec nous pendant 15 ans chez Chrysler. Ce gars-là m'a sauvé la peau à plusieurs reprises. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà co-animé une émission qui était sur une autre chaîne à une certaine époque, C'est possible. où on avait présenté à cette époque la Dodge Dart qui arrivait pour 2013. Et c'était un scénario catastrophe. C'était vraiment un scénario catastrophe. En plus, la voiture qu'on avait allait pas bien. Elle avait des problèmes. Bref, c'était le citron de l'année. En plus de la conception qui était douteuse, du prix qui n'avait pas de bon sens, toutes les généralités n'avaient pas de bon Cette sens. voiture-là mais n'avait rien pour elle. L'exemplaire Et, lui-même n'était pas... Et nous, on avait prévu de diffuser l'émission sur la chaîne, sur V. Je crois que c'était la deuxième ou la troisième émission de la saison. Le problème, c'est qu'à cette époque, je cherche son nom, Karine Vanasse, pardon, qui était l'ex-copine du président de VTL, Quand on dit que tout est dans tout, était la porte-parole de Chrysler pour ce produit-là, conduisait une Dart. Et Chrysler avait dépensé des centaines de milliers de dollars en publicité AV pour la promotion de la voiture. Alors, vous me voyez venir, mon émission versus les publicités, ça marchait pas très bien. Je te dirais que, et ça, il faut quand même que je le donne à l'émission RPM, je vais quand même la nommer, on a toujours été en mesure de bien se défendre et de donner des opinions qu'on voulait à RPM sans trop se faire achaler par le média pour lequel on travaillait. Ce qui n'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Non, Croyez-moi, là, dans ce domaine-là, c'est vraiment pas évident. Mais là-dessus, RPM, c'est toujours assez bien défendu et je pense qu'ils le font encore bien d'ailleurs. Maintenant, j'oserais dire que la Dart, c'était un scénario catastrophe. Évidemment, les agents... Et le timing n'était pas bon en plus. Non, c'est ça. Il y en a un qui dit la Dart, c'est une autre génération de la Néon. Oui, mais à façon italienne. Voilà. Bon. Voilà. Et, Le pire de l'Amérique et de l'Italie réunis dans une compacte trop chère. mais je vais t'en nommer une meilleure que ça. Vas-y. Parce que c'est Denis Duquet qui m'en avait sorti une bonne là-dessus. Il dit... Les Italiens sont bons dans le design, Ouais. les Américains sont bons dans la conception. Oui. Et avec la Dart, ils ont fait l'effet inverse. Ils ont confié la conception aux Italiens puis le design aux Américains. Voici ce que ça donne. Et j'avais bien aimé cette phrase-là de Denis, que je salue d'ailleurs. C'était très représentatif. Ouais, c'était pas mal. Bref, évidemment, pas besoin de te dire que V prévisionne les émissions avant de les mettre en onde. Et là, le feu avait pris. L'agence de pub en avait entendu parler. Ça avait été extrêmement problématique. Et c'est Daniel Laube de Chrysler qui s'était levé debout. S'était levé debout. Alors lui, c'était le relationniste pour Chrysler. S'était levé debout, était allé voir l'agence, avait parlé au concessionnaire et leur avait dit « Vous ne pouvez pas essayer d'influencer les médias de cette façon-là. »
Et on avait réussi à diffuser quand même l'émission de façon intégrale, à la seule différence qu'on l'avait repoussée de quelques semaines pour une question de promotion, etc. Mais on avait réussi à diffuser l'émission quand même, sans changer une phrase. Ouais. Et ça, c'est en grande partie grâce à Daniel Larbre. Alors, des fois... Et le rôle des relationnistes est de défendre une marque, de toujours présenter le beau côté d'une marque, de mettre en valeur un produit, mais certains ont un côté plus réaliste que d'autres et visiblement, il en faisait partie. Oui, c'est ça. Puis évidemment, je ramène le fait que si on avait fait une demande à Windsor pour tenter de régler la situation, il ne serait jamais rien passé. Il n'y a pas de proximité, on ne comprend pas très bien le marché, on ne connaît pas c'est qui l'agence à Montréal. C'est ça l'efficacité d'avoir une personne de relations publiques pour un constructeur au Québec. Et là, on les perd un après l'autre. Et en plus, à l'échelle canadienne, le Québec est un très grand marché. Là. Ben, tu vois, Mitsubishi, c'est plus de 40 des ventes canadiennes, c'est au Québec. Et là, on vient de se débarrasser de la personne qui s'occupe des relations publiques. Alors, Donc, sans condamner le geste, là, tu sais. mais tu sais, sans condamner le geste, je me permets de saluer Daniel Larbre, Sophie Desmarais, Robert Pagé, qui a travaillé avec nous pendant des années chez General Motors, Joanne Cazotte chez Mercedes-Benz, qui, elle, était basée à Toronto, mais qui était originaire du Québec et qui comprenait très bien notre marché. Elle a pris sa retraite également. Et c'est des personnes qui ont fait la différence pour nous parce que parfois, on a eu besoin d'aide dans des situations comme celle que je viens de vous décrire. Et ces personnes-là ont toutes mis les efforts nécessaires pour pouvoir nous aider dans ces démarches-là. Malheureusement, le marché actuel, le contexte actuel, la globalisation fait en sorte que tout se retrouve à Toronto, parfois même aux États-Unis. Ouais. Et ça donne parfois des relations avec des compagnies qui sont plus difficiles. Je voulais seulement le souligner. Salutations à Jean-François Dumoulin. Jean-François Dumoulin qui, je peux malheureusement pas le dire, mais est allé essayer cette semaine une voiture particulièrement intéressante. Mais je pourrais vous en reparler probablement dans quelques semaines. Okay. Pour l'instant, je garde ça mort. Oui, c'est ça. Mais semble-t-il que c'était une belle surprise. Voilà. Bon, je vous parle de la nouvelle transmission IVT de chez Kia. Donc, la transmission intelligente à variation continue. Bon, c'est ça, Intelligent Variable Transmission. Donc, c'est une transmission CVT, OK? Oui. Mais qui simule des rapports de transmission simulés, qui simule des... Ça, c'est pas qui simule des rapports de transmission. Voilà, des transmissions automatiques traditionnelles. Et plutôt que d'avoir une courroie, ben on utilise une chaîne là-dedans. Donc, ça permet, selon ce que disait Hyundai Kia, de faciliter le rendement, d'améliorer la durabilité, etc. On l'a essayé, toi et moi, récemment dans le Kia Soul. Et à la conduite, ça va bien. C'est pas méchant du tout. J'ai pas le choix d'admettre que ça va bien. Le problème, c'est que j'ai une dame qui m'écrit cette semaine qui a acheté une Kia Forte 2020 avec cette transmission-là. Et au bout de 1000 km, la transmission a fait défaut. Oups. Elle est retournée au concessionnaire et le concessionnaire lui a dit qu'elle était la 4 ou 5e à avoir le même problème. Ça prenait une transmission, ce qui est quand même pas des farces, là. Ça vient de sortir, puis on parle de un concessionnaire et je sais pas lequel. Là. Et de 1000 km. Là. Et d'une voiture qui a 1000 km à peine. Et la dame m'écrit... Bon, ils vont changer la transmission sous la garantie, mais j'ai envie tout de suite de changer mon véhicule pour une Soul 2020. Elle vient de s'acheter une Forte. Ouais. Je pense qu'elle regrette son achat. Il y en a un qui me dit, êtes-vous dans une grosse brune 76 ou 78? Non, c'est toujours la même. C'est toujours la même. La 76, on vous contera l'histoire une autre fois parce qu'il y aura peut-être des développements. Alors, la IV... Il fait toujours aussi chaud. Oui, il fait toujours aussi chaud. Et c'est ça, dans la 76, il n'y a pas de climatisation. Voilà. Celle-là, il y en a une. Celle-là, il y en a, mais on ne peut pas l'actionner. On ne peut pas l'actionner parce que, my God, vous ne nous entendriez plus. Alors, bref, la transmission IVT a brisé. La dame veut changer la Forte pour la Soul. Le concessionnaire lui dit ne pas vouloir reprendre la Forte en échange. Et moi, évidemment, de toute façon, je lui dis, vous êtes sorti du concessionnaire avec une Forte 2020, vous avez perdu 20 % de votre valeur en partant.
Et je crois que ça faisait... Parce qu'il y a quand même un délai, là. Tu sais, si c'est en moins de 10 jours, tu peux le ramener. Il y a des lois à ce Mais niveau-là. ce délai-là Le délai était dépassé. Maintenant, moi, ce que ça me dit, c'est que ça augure pas très bien pour la transmission IVT Ouais. et que je me garderais une réserve pour acheter une voiture équipée de cette boîte-là. Et ça comprend beaucoup de modèles chez Kia Hyundai. Donc, Accent, Rio, Elantra, Forte, Soul et le nouveau Seltos. Oui, absolument. Le nouveau Seltos qui vient de sortir, c'est beaucoup de véhicules. J'espère que c'est un problème isolé, puis qu'on va rapidement le régler, que c'est une première série. Parce que il y en a un justement qui m'écrit qu'est-ce que vous pensez d'une Dodge Dart turbo usagée pour la fiabilité? Honnêtement, là, est-ce que j'ai entendu des histoires d'horreur par rapport à la Dodge Dart? Il s'en est tellement peu vendu que... Moi, je peux pas dire que j'ai entendu des histoires d'horreur et que c'était une voiture qui était particulièrement mal assemblée. Oui. Le système multi-air de cette mécanique-là, à mon sens, fonctionne. Le principe est intéressant, mais l'efficacité de ça, ça vaut pas un vieux clou, parce que la voiture consomme quand même plus et performe pas plus que la moyenne. Vous pouvez trouver qu'elle a une gueule correcte, vous pouvez apprécier certains de ses éléments. Et dans le marché de l'occasion, c'est pas cher. Là. Ben c'est ça. C'est-à-dire que tu sais, d'aller chercher une Civic de la même année, dans les mêmes prix, la Civic va être beaucoup voilà. plus vieille. Là. Si vous achetez une Dart, faut pas la payer cher. Faut comprendre que ça vaut pas cher la revente non plus. Non. Mais en même temps, je vous dis pas que ça va être une mauvaise voiture. Ce que je vous dis, c'est que lorsque c'était neuf, c'était trop cher, c'était pas compétitif. Ouais. Écoutez, on vendait ça plus cher qu'une Chrysler 200, c'était pas des farces. Puis le 1.4 turbo, pas convaincu. Moi, j'aime beaucoup le moteur 2.4. Ben, beaucoup. J'aime beaucoup mieux. Tout étant relatif. J'aime beaucoup mieux le moteur 2.4 que le moteur turbo, ça, c'est clair. Faut savoir que qu'importe la version que vous prenez, ça prend du super dans une Dart. Là, il y a quand même des points fatigants. Puis, semble-t-il que le coût des pièces, parce que c'est quand même une Alfa Romeo, est très élevé. Alors, tu sais... C'est pas une américaine. Faut pas payer ça cher. C'est pas une américaine bon marché sur le plan de l'entretien. Non. C'est pas une Chevrolet Cruze, là. Non, donc, non. sachez-le, c'est pas le meilleur achat que vous puissiez faire, mais évidemment, il y a des aubaines à réaliser parce que c'est une auto qui vaut pas cher et qui est pas en demande. Tu as mentionné la Chevrolet Cruze. Dans les compacts pas chers, je pense que ce serait un choix beaucoup plus judicieux. Oui, mais en même temps, on a eu pas mal de problèmes avec les moteurs turbo. En fait, avec le turbocompresseur qui coûte quelque chose comme 2000$ à remplacer. Ouais. Et quand tu t'achètes une Chevrolet Cruze usagée, mettre 2000 sur un turbo, ça ne te tente pas toujours. J'ai connu du monde beaucoup moins satisfait avec des Patriots puis des Caliber. Oui, ça, il y en a eu quelques-uns. La totalité des propriétaires, en fait. Il y a quelqu'un qui me dit... j'ai eu une Forte 2017 en location pour un mois à cause de ma Civic 2017. Attends, j'ai de la misère à lire. Là. Kevin, l'écriture, on va l'avoir. Attends un peu. Ça fait voler... OK. La Civic Touring s'est fait voler. J'ai pas aimé du tout. C'est plate à conduire. J'y penserais 2 fois avant d'acheter une Kia. Autrement dit, le gars s'était fait voler sa Civic. Ils ont prêté une Forte pendant un mois. Puis il a pas aimé ça du tout. Ouais, c'est ça. Il y a Luca qui nous demande Hyundai aura la même transmission. Ben c'est déjà le cas. C'est une transmission partagée entre Hyundai et Kia. Donc ça, il faut le savoir. Et je vous dis pas que c'est une transmission à éviter. J'ai pas encore les détails. C'est mal parti et on espère que le constructeur va assumer ses responsabilités. Oui, c'est sûr. Puis je veux dire, l'histoire et les transmissions CVT me laisse croire qu'une transmission CVT ne sera jamais aussi durable qu'une transmission automatique. Alors, regardez ce qui se passe chez Nissan. Ouais. Regardez ce qui s'est passé chez Dodge. Et d'ailleurs, le fournisseur de chez Dodge, Jeep, nommez-les, les CVT qu'il y avait chez cette compagnie-là et chez Nissan, c'est Jatco, c'est la même boîte. Programmée différemment, améliorée, tant que tu voudras. Mais il en demeure pas moins que des problèmes de transmission, c'est commun quand on a des CVT.
j'ai pas entendu d'histoire catastrophe chez Honda et Toyota avec ça. Est-ce qu'il y en a eu des problèmes de transmission? Si jamais vous avez des histoires à ce niveau-là, dites-le nous. Mais il y a quelqu'un qui me dit, rendu à 350 000 km, moteur de transmission originale. OK. OK, mais j'ai ça, je le sais pas. Ah oui, il m'a mis un autre. Il y en a un qui a c'est une néon. Okay, oui. C'est une néon. Il a passé 2 commentaires séparés qu'il a écrit. Alors, ça, c'est Vincent Trudel. Alors voilà, j'espère qu'on va... Si c'est la même famille Trudel à laquelle je pense, ils ont une panoplie de néons et c'est des mordus de ce Ah, c'est des néons addicts, là. Voilà. OK, parfait. Fait que je ne commencerai pas à dire que la peinture lève, c'est néon, parce que là, je vais recevoir une pléiade de commentaires. Ils vont continuer de commenter. Ouais, enfin bref. Et pas loin d'ici, d'ailleurs, il y a une néon, une Chrysler néon, là, un peu plus récentes. Ce monsieur-là n'a pas pris l'option des bas de caisse, des rocker panels. Il n'y en a pas. Ah, il n'y en a pas. En fait, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est ça, exactement. Je vous parle maintenant du Bronco. Parce que j'en ai appris un peu plus sur le bébé Bronco. Parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir 2 Ford Bronco. Donc, un Bronco qu'on va... Je t'arrête tout de suite. Là. Pour moi, le Bronco, c'est comme l'abominable homme des neiges. On en entend parler, mais personne ne l'a jamais vu encore. Je vais le croire quand je vais le voir. Là. Parce que, bon, Ford a été malchanceux, là, mais il y a eu des délais par-dessus délais par-dessus délais. Et il devait finalement être présenté il y a quelques semaines, mais on sait que le monde nous est tombé sur la tête. Oui, exactement. Ça devait être présenté. Donc, il y a encore des délais. Finalement, est-ce qu'on va finir par le présenter? Oui, mais... Ça sera pas très long. On va voir apparaître le Bronco Sport avant le gros Bronco, ça c'est sûr. Il y en a un qui me dit, j'ai un Pathfinder 2013, tellement de problèmes avec la CVT. Il y en a un qui dit, tu insistes pour dire que tu l'appelles la grosse brune, tu devrais plutôt dire la belle brune. C'est vrai qu'elle est belle. Moi, j'ai jamais été capable de dire qu'elle est belle. Elle est belle dans sa laideur. Elle fait tourner les têtes. Mais de là à dire qu'elle est belle, c'est bon. Il y a un petit côté kitsch qu'on aime ou qu'on aime pas. Oui, c'est ça, voilà. Aujourd'hui, elle est belle dans sa chaleur. Oui, c'est ça. D'ailleurs... Ah, mais ça. Alors, je vous parlais du Bronco parce que j'en ai appris un peu plus sur le bébé Bronco qui ne viendra pas remplacer... Heureusement, l'EcoSport, qui lui est appelé à disparaître. Là. Ford ne le mentionne pas, mais attendez-vous pas à ce que l'EcoSport est sur le marché bien longtemps. C'est tout sauf un succès. Dans la catégorie des flops de chez Ford des dernières années, en voilà un. Donc, le Bronco, le bébé Bronco, viendra carrément se baser sur l'Escape, que vous connaissez actuellement. Quelle mécanique va-t-on utiliser? J'espère qu'on ne mettra pas le 3 cylindres. J'espère qu'on va mettre que le 2 litres. Là. Mais autrement dit, on va faire un petit véhicule carré. Donc, un look un peu plus costaud, comme on le fait, par exemple, chez Mercedes avec le GLB versus le GLA. Ouais. Donc, le GLB a un look un peu plus camion, un peu plus carré. Et le Bronco Sport, qu'on va appeler Bronco Sport, lui, ça sera un peu la même formule. Ça ne sera pas un véhicule pour aller faire du hors-route. Ça ne sera pas un véhicule conçu pour les amateurs de 4x4, c'est clair. Mais le look va être intéressant. Et je pense que ça va permettre de rentabiliser les coûts de développement de l'Escape, qui ne se vend pas tant que ça, il faut quand même le dire. Puis les gens vont peut-être être prêts à payer un peu plus cher pour un véhicule que ce genre de look-là. Mais il est déjà cher. C'est un peu ça le problème aussi. Bien, l'Escape est cher. Donc, s'il va falloir payer encore plus cher... Mais le nom Bronco a quelque chose, il y a quelque chose de bien vendeur là. J'ai l'impression que les équipes de marketing vont travailler très fort pour que ce soit intéressant. Maintenant, comme l'a dit Michael ici, il y en a un qui me dit, c'est ça, il dit, j'espère que le Bronco va être plus intéressant que le Ranger. Il faut savoir que le Bronco, le vrai, je ne sais pas si on va l'appeler The True Bronco, là. Lui va se baser sur le Ranger, sur le plan technique. Probablement qu'on va utiliser le même moteur, le même châssis. Il n'y aura pas de 6 cylindres là-dedans, c'est certain. Mais ce qu'on va vouloir faire avec ce véhicule-là, c'est carrément rivaliser
carrément rivaliser le Jeep Wrangler. Là. Oui. Mais avec un moteur 4 cylindres turbo-compressé, ce que le Wrangler offre aussi. Qui ne se vend pas, mais qui s'offre. Ben, c'est parce que non, il n'y a pas de raison de prendre un 4 cylindres dans un Quand tu as le Wrangler. choix entre un Pentastar ou un Ben, le moteur 4 V6 est cylindres, moins cher, il est fiable, on le connaît. Bon, ça roule à l'ordinaire, l'autre au super. Tu te casses pas bien la Il n'y a tête. que des avantages. Mais il y a une chose qui est certaine. Peu importe ce qu'on dit sur le Bronco, ça va être cher. Oui. Ford ne lance plus de véhicules abordables. Non. Ils sont tous chers. Et on jase, là, le Wrangler aussi, là, il est cher. Là. C'est pas un véhicule qui est abordable. Là. Non. Ben, le Wrangler est cher, mais garde une valeur de revente. Oui. Et ça, c'est l'avantage. Parce Oui. que Chrysler, Oui, les prix sont tous excellente chers, mais on met des gros rabais. Oui. Et Ford, les prix sont tous chers, mais on n'en met pas tout le temps des rabais. Ouais. Une pub avec O.J. Simpson pour le Bronco, ça serait une bonne idée. Effectivement, il faudrait demander à O.J. ce qu'il en pense. Oui, c'est ça. Hein? Puis je suis pas sûr que les stratèges de Ford... veulent associer... Non, ça serait moyen. Mais bref, alors c'est ça. Le Bronco devrait débarquer. On va le voir là, d'ici quelques mois. Et le gros Bronco, lui, ça va être pour l'an prochain. Ford, les plans, c'est qu'on va amener le Mach-E d'ici la fin de l'année, mais évidemment, l'arrivée plus massive de ce véhicule-là est retardée, comme celle du F-150 d'ailleurs. F-150 2021 qui devait débarquer là, ou d'ici quelques semaines. Ça, c'est repoussé aussi. Donc, il y a bien des choses qui sont repoussées. La seule chose qui n'est pas repoussée, ça, on le sait, parce que GM a besoin de cash, c'est l'arrivée des Yukon, Tahoe, Suburban, Escalade. Ça va arriver à temps parce que c'est payant. Parce que c'est payant en plus. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien de plus payant au monde que de vendre ce genre de bébête-là. Alors, voilà. On répond à quelques questions, Germain? Oui, donc la première, on a Yves qui possède une Nissan 370Z Nismo 2019 et il se demande si ça va être un véhicule de collection en devenir. Ben, de collection. Ça va être un véhicule assez rare, clairement. On n'en vend pas des masses. Est-ce qu'on va se battre pour mettre la main là-dessus? Il va falloir attendre plusieurs décennies, ça c'est sûr. Et comprenez que pour une voiture qui se vend à un peu plus de 50 000 vous ne verrez pas la voiture appréciée en valeur. Là. Ça, c'est sûr. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de l'acheter quand elle va être au bas de sa courbe dans 5 ou 10 ans. Tu peux regarder actuellement une Nismo 2015-14 que tu payes la moitié du prix. Voilà. Si elle a été bien entretenue, ça vaut la peine. Salutations à Mathieu Potier. Donc, si la dépréciation a déjà fait son travail, ben là, il y a peut-être une plus grande possibilité. Ça peut être un véhicule plaisant à conserver parce que c'est une voiture agréable que vous ne sortirez pas l'hiver. Donc, non, pas une bonne idée. Donc, elle ne s'abîmera pas trop, là, en théorie. Ouais. Mais voilà. Bon. Alors voilà, maintenant, Stéphane qui regarde l'achat d'une Mitsubishi Eclipse 2009. Elle est affichée à 3 000 $ et elle a 125 000 milles. Donc, on suppose que c'est une voiture américaine. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Ben, écoute, moi, je me souviens quand cette voiture-là était dévoilée à Détroit en 2005 comme modèle 2006. On avait vu le prototype avant. On trouvait que la voiture avait une sacrée belle gueule. Et on espérait donc que Mitsubishi ramène le genre de mécanique qu'on retrouvait à l'époque dans les Eclipse américaines ou les Eagle Talon qu'on a eu chez nous. Donc, des moteurs turbo, 4 roues motrices. Oui, parce que là, on est arrivé avec roue motrice avant, 4 cylindres 2.4 litres ou un gros V6 hyper lourd. Et ce que ça a donné, c'est une voiture qui avait un effet de coupe épouvantable, qui avait un beau look, mais une qualité de fabrication qui était très ordinaire. Ça a été d'ailleurs les débuts... Qui était beau à l'époque, mais qui a drôlement évolué. Là. Ben, c'est sûr que c'est très arrêt dans le temps au niveau du design, comme les Tiburons de l'époque. C'est pas des designs qui ont super bien vieilli. Quand tu as des lignes qui sont excessives comme ça vieillit jamais très bien. Mais
est-ce que c'est une bonne voiture à acheter? Là, évidemment, à 125 000 milles, c'est une voiture américaine. Les risques qu'elle a été trafiquée au niveau du compteur, ça se peut. Quelle est l'histoire de l'auto, on ne le sait pas. Parce que les Américains sont bons pour avoir des véhicules gravement accidentés et nous les refiler de ce côté-ci. Oui, sauf que souvent, les véhicules VGA des États-Unis n'ont pas grand-chose. Non. Et surtout à cette époque-là. Ça, c'est une 2009. Ouais. Les voitures de cette époque-là pouvaient avoir une petite tape de rien. C'était vraiment pas grand-chose. Puis on les déclarait perte totale. Puis c'est nous qui les ramassait après. Alors, moi, je pense pas que c'est pas une voiture à problème, la Mitsubishi Eclipse en tant que juste telle. s'assurer de son historique. C'est ça. Puis mécaniquement, c'est des voitures tough. Les deux moteurs, c'est indestructible, mais c'est surtout côté finition que la voiture vieillit très mal. Pour avoir conduit une Eclipse récemment, il y a beaucoup de craquements là-dedans. Bruit de caisse, suspension qui travaille. Et sur les versions à moteur V6, non seulement il y a beaucoup d'effets de coupe, mais tout ce qui s'appelle suspension, pièce de direction, ça travaille 2 fois plus fort parce qu'il y a quand même une grande puissance sous le capot pour une bagnole qui dans les faits, qui n'est pas super bien conçue à cet effet-là. Fait que, attention à votre achat, regardez-la comme il faut, puis payez pas ça trop cher parce que de toute façon, ça vaut pas énormément d'argent. Il y a quelqu'un qui me demande Escape 2014 2 litres à 9500 $, 100 000 km. C'est pas une méchante machine avec le 2 litres. Touchez pas à l'1.6, là. Mais regardez particulièrement la carrosserie du véhicule parce que ça aussi, la peinture part au vent, malheureusement, et ils ont tendance à rouiller. Ouais. Alors, traitement anti-rouille, suspension, vérifiez ça aussi, ils ont des faiblesses. Puis assurez-vous de l'entretien du moteur 2 litres parce que vous ne voulez pas avoir à mettre un turbocompresseur là-dessus. Même si ce n'est pas un moteur qui a eu autant de problèmes que l'1.6, c'est quand même à risque. Ça ne serait pas mon premier choix, là, pour répondre à votre question. Là. J'achèterais un CX-5 avant ça. Ouais. J'achèterais, CR-V RAV4, c'est des classiques, mais c'est peut-être moins le fun à conduire. L'Escape, l'avantage, c'est qu'il y a quand même une dynamique de conduite qui est intéressante, plus qu'avec un RAV4. Ouais. Alors, mais ça ne sera pas mon premier choix, non. OK. Question suivante. Yes. On a Serge qui se demande ce que tu penses du Toyota FJ Cruiser. Oh my God. Ça aussi, ça nous ramène quelques années en arrière. C'est drôle parce que ça vaut une fortune sur le marché d'occasion. Puis ça tout le monde perdu de valeur. Tout le monde a crié au scandale quand on l'a enlevé du marché, sauf qu'en même temps, à l'état neuf, ça se vendait pas. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que les gens n'achetaient pas des neufs, mais n'achetaient usagés de 3-4 ans pour presque le prix d'un neuf. Ouais. Alors, est où l'erreur? Et aujourd'hui, comme on l'a retiré du marché et qu'il n'existe plus de véhicules de ce genre-là, bien là, ça vaut beaucoup de sous. Puis surtout les dernières années, parce qu'il n'y en a pas eu. Là. Puis avec des versions TRD, machin chouette, du 4Runner, on essaie d'aller un peu combler ce vide-là aussi, là. Oui, c'est sûr, absolument. Mais je veux dire, c'est un camion qui est très. Dans le fond, là, c'est un Tacoma. Là. Oui, c'est vraiment un Tacoma. Donc, c'est un camion très solide. Mais très orienté hors route. Oui. Pour le comportement sur route, là, je vous dirais que c'est pire qu'un 4Runner. Là. La stabilité, sensibilité au vent. Je vous parle pas de la visibilité. On y voit rien. C'est effrayant. Mais en termes d'achat, vous achetez ça, vous le roulez quelques années, vous allez revendre ça en claquant des doigts à un prix très élevé. C'est pas un mauvais achat sur le plan financier, ça c'est sûr. C'est une très bonne machine. Encore faut-il que le véhicule ait été bien entretenu parce que ceux qui ont fait du hors-route à outrance avec peuvent l'avoir passablement démoli. Les années commencent à passer aussi et le kilométrage aussi. Donc, oui, mais je veux dire, sur le plan mécanique, ça me fait pas peur. Leur prix reste fixe, mais le temps passe puis le kilométrage avance. Oui, c'est ça. Juste... Il y a José qui nous demande pour le Kia Sorento 2021. Ça aussi, ça semble retardé légèrement. De combien de temps, on ne le sait pas encore. Mais ils vont tous être retardés. Voilà. C'est pas compliqué. Là. Voilà. Et la majorité des véhicules qu'on avait prévu de lancer là, ou à peu près, le Nissan Rogue, c'était le cas aussi. Ouais. Là, on va avoir, on va assister à un sommet virtuel là, pour le Nissan Rogue d'ici quelques semaines. On en a croisé un sur
sur la route il n'y a pas longtemps. Parce que Oui, moi, il j'en faisait ai. des tests hivernaux au Québec. Il est habillé en camouflage, tout Ouais. ça. Là. Moi, j'ai pu l'apercevoir vite. Mais bon, fait que c'est sûr que ça va être le prochain gros véhicule à succès de Nissan. chez On Nissan, en a oui. besoin. On l'a envoyé au Québec pour faire des tests pendant l'hiver, juste pour être certain qu'il allait rouiller. C'était ça. Oui, c'est ça. Mais quand tu mets une pellicule par-dessus, ça le protège un peu plus. Fait que Voilà. c'est plus ou moins bon. Alors voilà. Est-ce que c'est l'heure de prendre l'air un peu? Ben oui, on va faire ça, tiens. Ah! Oh! Voilà. Oh, ça commence à buer en arrière. Ça fait du bien pour vrai, là. Oui, en arrière, Quand l'air même. ne se rend pas encore. Quand même. Hein? L'air Fait ne se rend pas encore en arrière. Là. Fait que, ben merci d'avoir été là. On ne sait pas exactement quand sera notre prochain rendez-vous au cours de la semaine prochaine, mais on va probablement perpétuer la tradition encore longtemps, jusqu'à ce que la grosse brune commence à se décomposer, Voilà. ce qui ne semble pas être le cas à courte échéance. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que le Sorento va-t-il avoir un 4 cylindres et un V6? La personne m'écrit un V4 turbo. Soit dit en passant, un V4, ça n'existe pas pour votre info. C'est un 4 cylindres en ligne. Voilà. On n'a pas de détails là-dessus. Moi, j'ai le feeling qu'on va mettre quand même un V6 dedans, mais j'ai pas les informations pour le moment. Alors, voilà, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bye bye.